On se trouve sur l'emplacement de la porte, qui est représentée sur les armes actuelles de la ville, telle qu'elle se présente sur la façade de l'église. Souvenir de cette porte, la maison de l'octroi, qui en quelque sorte la remplaça, puisque longtemps après la destruction de la porte, les marchandises qui arrivaient du sud y étaient taxées. Le café de l'Esplanade est très pittoresque avec ses arcades. C'est un des nombreux logis qui pouvaient accueillir les voyageurs venant de Mâcon après une course harassante dans un inconfortable et lent moyen de transport. À l'angle du mur, sous la tendue, une plaque indique l'emplacement de la limite sud du castrum. Charles d'Art date de la Renaissance à sa façade, d'après le décor de ses clés de voûte. Un écu porte les initiales BV et BB séparées par une rose, avec la date de 1618. De nombreuses façades à échoppes plus ou moins riches se succèdent. La première, à gauche, pourrait dater de la fin du XVIIe. Les deux ouvertures latérales en anse de panier encadrent une porte en plein cintre. La suivante est bien construite. Elle présente 3 grandes arcades en plein cintre, dont les claveaux sont en forme de bossage. Selon Charles d'Art, elle pourrait dater du règne d'Henri IV ou de Louis XII. Un écu ovale, effacé à la Révolution, est tenu par 2 animaux affrontés, martelés aussi. Du côté est, nous trouvons aussi d'autres anciennes boutiques qui donnent aussi rue du Petit Jour. Leurs ouvertures présentent des arcades en plein cintre ou en anse de panier, typiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Le logis du Raisin était situé à l'angle de la rue Beauté. Les 2 ouvertures latérales en anse de panier encadrent une porte en plein cintre. Sur l'écu figure la date fautive de 1264. La maison serait plutôt du XVIIe ou XVIIIe siècle, pense Charles d'Art, comme les suivantes plus modestes que l'on aperçoit plus bas. Au numéro 41 se trouve la maison des Verjus. Les façades ont été reculées pour faciliter la circulation lors de la reconstruction de l'immeuble au XIXe en belle pierre rose de la région. Les larges devantures ont des coins arrondis. Elles sont soulignées de bandeaux simples mais harmonieux. Au numéro 29, le rez-de-chaussée de la maison de Jean-Samuel Béranger est devenu une école de danse. On peut voir une niche vide avec une coquille sur sa façade jalonnée de bandeaux de pierre. À côté, une autre école de conduite automobile accueille aussi de nombreux jeunes tournusiens. En face, le numéro 30 est, selon le renseignement de Henri Grébert, la maison du sculpteur Curillon. C'est une jolie maison du XIXe à la façade égayée de balcons qui présente 2 joyeux buveurs enfants en train de vider les cruches. La modération de mise actuellement ne semble pas au programme. L'immeuble du numéro 20 est encore une construction du XIXe, à la large façade, où la pierre régionale est à l'honneur dans un style régulier et soigné. Mais la maison semble peu profonde. Il s'agit d'un ajout pour le prestige sur une vieille structure. À côté, le numéro 18 est une vieille échoppe gothique du XVIe, devenue l'hostellerie des Trois Faisans, puis l'hôtel de la ville de Lyon. Elle présente 3 ouvertures d'échoppe garnies de boudins en pierre de taille de tradition gothique. Les 2 étages supérieurs s'éclairent de 2 ouvertures en échiquier bordées de moulures, reposant sur des bases prismatiques et conservant pour la plus haute un meneau comme l'écrit Charles d'Art dans son livre sur le vieux tournu. Selon le même Charles d'Art, le numéro 19 peut remonter à la fin du XVIIe.
La façade conserve 3 arcades, dont l'une au centre en plein cintre, pendant que, de part et d'autre, les devantures plus larges sont coiffées d'anses de panier, dans l'esprit des échoppes, mais avec beaucoup plus d'ampleur, comme il sied à l'hôtel des Venuas, du nom d'un marchand tanneur de l'époque. Probablement contemporaine du numéro 18, une autre boutique à échoppes s'ouvre au numéro 14 par une porte et 2 ouvertures rectangulaires entourées de boudins de pierre sur base prismatique, mais avec une accolade. On aperçoit les traces des anciennes fenêtres à meneaux aux étages percés désormais de modernes ouvertures. Une plaque du syndicat d'initiative indique que cette maison serait celle où serait né le poète, ami de Molière, Jean Magnon, ce dont doute Albert Bernard, qui attribue à cette famille la belle maison qui fait le coin sud-ouest de la place de l'Hôtel de Ville et de la rue des Irimativets. En face, au numéro 15, se trouvait une ancienne auberge Les numéros 17 et 13 sont des demeures du XVIIe, avec portes et ouvertures en anse de panier. Le numéro 13 a conservé une bande de pierre séparant le rez-de-chaussée de l'étage et les moulures de ses fenêtres aux étages. Le numéro 8 possède une porte surmontée d'un plein cintre en bossage, porteur d'une clé ornée d'un écusson fleuri avec la date de 1601. À l'intérieur, des armoiries montrent une gerbe qui a fait penser qu'il y avait peut-être été construit par la famille Gerbaud, c'est du moins la conclusion de Charles Dard. Au-dessus de l'écusson extérieur, une plaque annonce que là se trouvait la limite nord du castrum. S'approchant de la place centrale, les maisons gagnent en importance. La maison numéro 7 était celle des Bessards. Sa façade montre une série d'ouvertures surmontées de plein cintre ou d'anses de panier, tandis que des bandes saillantes délimitent les étages. Charles Dard situe sa construction au XVIIIe siècle. Cette famille donna plusieurs notables à la ville de Tournu, dont Alexis Bessard, une rue porte son nom. Au numéro 5, le vieil hôtel des Vauvilliers, primitivement gothique, a été très remanié au XIXe. Il appartenait à ce moment à la famille de Jean-Baptiste Deschamps, sculpteur prometteur qui vit sa carrière prématurément interrompue par le choléra à Naples, où il mourut en 1867 à l'âge de 27 ans. La maison Guichard-Genton numéro 4 est plus pittoresque, classée aux monuments historiques. Elle appartenait en 1811 à un marchand voiturier Parrot. Cette profession fit la fortune de plusieurs grosses familles de Tournu grâce à la présence de la Saône. Charles Dard date la façade de la fin du XVe siècle. Des accolades surmontent les baies à meneaux aux 2 étages dont les pieds droits reposent sur des montants prismatiques dans une disposition maintes fois rencontrée. Des pierres trouées ornent cette maison comme la suivante, qui fait partie de la maison des Magnon, numéro 2, qui a sa façade principale sur la place. Spécialité tournusienne, les traces du puits mitoyen destiné à partager son eau entre les habitants de la maison et ceux de la rue sont encore visibles. À l'angle de la place se trouve une belle niche gothique flamboyante qui contient une Vierge au raisin bien bourguignonne. L'angle de la rue Désiré-Mativet et de la rue du Bac est occupé par la maison numéro 1, maison Gigot. Au rez-de-chaussée, des ouvertures des échoppes, la date du XVIIe siècle. Les clés sont décorées de feuillages.
La date du 4 septembre marque l'avènement discret de la Troisième République. C'est l'ancienne rue Saint-Jacques qui longeait la partie ouest des fortifications. Au-dessus d'un portail, on peut apercevoir un mur qui en a fait partie. L'îlot qui borde la rue du 4 septembre, en amont de la rue de la Friperie, est exceptionnellement large. Une interruption des façades très peu large forme une sorte de petit passage. Est-ce un coupe-feu ou le reste d'une ancienne rue? À l'ouest, les maisons ont été construites à l'emplacement du mur. Le dénivelé est important entre l'est et l'ouest. Les maisons qui ont leur façade côté ouest, où une partie des anciennes casernes ont été abattues, sont bien mieux éclairées. En face, un large espace a été laissé libre. Au nord de la place ainsi constituée, se trouvent des maisons demeurées à l'emplacement de la muraille d'une exceptionnelle largeur à cet endroit. Une plaque rappelle la tradition selon laquelle les pèlerins de Saint-Jacques y étaient accueillis. Les façades correspondent à un ensemble appartenant au co-chapelain de la paroisse. Au numéro 10, la façade gothique possède une porte en accolade surmontée d'une niche vide de sa statue, mais un socle demeure sur lequel se trouve une croix à 6 pointes. Au premier étage, la fenêtre gothique à meneau horizontal est encadrée de nervures boudinées retombant sur des bases prismatiques, dit Charles Dard. La niche de la maison accolée, vide également, est surmontée d'une coquille Saint-Jacques. Regardons une maison du groupe dit de Saint-Jacques qui attire notre attention au numéro 4. Un cordon gothique sépare le rez-de-chaussée du premier étage où l'on voit une grande baie à meneaux et à croisillons, flanquée d'une petite fenêtre également gothique, commente Charles Dard dans son livre sur le vieux tournu. Il ajoute qu'au deuxième étage, une grande baie gothique et des corbeaux percés de trous ronds complètent la façade. De plus, un écu placé plus tard porte la date de 1601. C'est là, termine-t-il, que logeaient, encore au XIXe, les montreurs d'ours et de marmottes, pauvres gens considérés comme peu fortunés et indésirables.